Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexandre Garabédian, je suis directeur de la rédaction de l'AGFI. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui physiquement et puis virtuellement aussi je crois sur du webcast, mais on a attendu longtemps de pouvoir se retrouver, donc profitons-en. Nous sommes ici pour une petite demi-heure pour discuter d'un sujet chaud, valuation versus values, donc les valeurs contre la valeur. Sur le front de la valeur, il ne vous aura pas échappé que l'ambiance est au beau fixe, trop beau peut-être, on verra. On a eu encore deux annonces hier assez incroyables de sociétés françaises, Sorar et Miracle, qui ont levé des sommes assez incroyables et sur des niveaux de valorisation qui le sont tout autant. Mais les investisseurs, les GPs, les LPs, dans leur mission statement, ont aussi incorporé de plus en plus le sujet des valeurs, une approche ESG, environnement, social, gouvernance, une approche durable, une approche impact. On verra quel est le meilleur terme à retenir. Et donc, comment concilier ces deux approches? Eh bien, c'est ce que vont nous expliquer nos speakers aujourd'hui. Je suis heureux d'accueillir donc Benoît Grossman, qui est le CEO de Raseo Investment Manager et qui est aussi le coprésident de France Digital, donc la puissance invitante. À côté de lui, Ebba Lepage, vous êtes responsable de la Corporate Sustainability chez la banque privée suisse Lombard-Odier. Et puis Paul-François Fournier, responsable de BPI France Innovation. Alors, on va commencer par vous, Paul-François Fournier. Vous êtes dans une banque publique, donc vous avez beaucoup d'objectifs publics et puis d'investisseurs aussi. Et donc, comment vous conciliez ces deux logiques, la logique du retour financier, de la rentabilité, puis la logique de l'impact qui est évidemment importante pour vos actionnaires? On la concilie au sens où, en fait, on considère que c'est l'essence même de notre mission et qu'elle est, en fait, j'allais dire, le cœur du chemin étroit qu'on doit trouver entre, justement, la valeur et l'impact. Et en fait, on n'oppose pas ces deux notions. On essaye de trouver l'endroit, justement, où plutôt elles se recoupent et où elles créent encore plus de valeur. La valeur d'abord parce qu'on est une banque qui a des deniers publics et qui a une responsabilité vis-à-vis de ses actionnaires, qui est d'ailleurs quantifiée dans les 25 à 30 milliards qu'on gère d'argent public. L'État et la Caisse des dépôts nous demandent une rentabilité qui soit aux alentours de 4 ou 5%, qui est effectivement moins importante que celle que peuvent chercher des fonds privés, qui est plutôt pour les banques entre 8 et 10 et plus de 10 pour les fonds, et qui est donc un premier élément où on a de la flexibilité pour justement, j'allais dire, avoir de l'impact et parfois prendre un peu plus de risques ou aller dans des endroits un peu plus early stage. Mais vous aurez noté que quand même, on a cette notion de rentabilité qui est au cœur de notre façon de manager, qui est au cœur de notre conviction que c'est pas parce qu'on est une banque publique qu'on ne doit pas créer de la valeur avec une exigence de rentabilité. 4 ou 5%, c'est pas non plus, on fait pour être cash n'importe quoi. Il faut avoir une culture de création de valeur sur un spectre très large, parfois beaucoup plus large, c'est-à-dire avec des thèses qu'on s'interdit parce qu'on considère qu'on n'a pas un rôle particulier là-dedans. Il faut une notion de valeur et d'excellence. Et puis par ailleurs, effectivement, ces moyens dont je parlais tout à l'heure, cette marge de manœuvre, elle nous permet d'aller chercher ce qui est notre objectif. La raison d'être de BPI France, on l'a créée en 2013, bien avant qu'on crée cette notion de raison d'être, et ça s'appelle servir l'avenir. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte que les effets de second rang et les moyens qu'on met participent de la création de quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc sur la tech, ça a été une des grosses priorités de BPI France à sa création. Notre première ambition, c'était de créer un écosystème de financement de l'innovation et en particulier des startups qui soit puissant. Et on y reviendra peut-être, mais dans cette première phase, on s'est plutôt intéressé à la puissance sur cette thèse. Et on est en train petit à petit
d'aller vers comment cette puissance est au service du climat, par exemple, ou d'un certain nombre d'enjeux plus sociétaux. Mais le premier enjeu pour nous, c'était que ces moyens soient au service de quelque chose qui permette de réinvestir le champ de la technologie que l'Europe et la France avaient un peu raté dans la première vague d'innovation. Et alors, comme vous dites, vous regardez aussi un peu plus aujourd'hui les sujets d'impact. Et donc, comment quand vous voyez un dossier d'investissement qui se présente à vous, est-ce que vous appliquez une grille ESG avec des critères très précis aujourd'hui? Comment ça se passe concrètement? Alors, d'abord, les choses sont clairement en train de changer. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on est stabilisé. La première chose qui, aujourd'hui, est en train de guider notre action, c'est qu'on a annoncé il y a un an qu'on voulait devenir la banque du climat. Et donc, on a fait un choix de priorité, ce qui ne veut pas dire que les autres sujets ne sont pas importants, mais on a dit l'enjeu climatique est un enjeu absolument fondamental. Donc, au-delà de cet enjeu de puissance, il faut que cette puissance, elle soit au service des sujets du climat. Donc, concrètement, comment on fait? D'abord, on cherche et on progresse pour essayer de trouver le bon équilibre. Il y a plusieurs choses. La première, c'est oui, on a des grilles. Comme d'hab, on en a beaucoup trop. Et le risque, c'est d'avoir des grilles. Pour être honnête avec vous, on en remplissait il y a encore 4-5 ans dans les dossiers d'investissement. Moi, je préside le comité d'investissement. Pour être honnête avec vous, on les regardait pas forcément toujours au même niveau que le niveau de rentabilité attendu ou que le secteur dans lequel on rentrait. Donc, on est en train de faire un gros travail d'harmonisation des grilles, mais surtout de sensibilisation du management, les premiers, et puis ensuite de nos collaborateurs, pour dire, au fond, eh bien, il faut que on se pose la question et il faut qu'on regarde ça avec beaucoup plus d'attention. Et moi, je crois que le bon sens, c'est quand même un outil génial aussi. Donc la grille, c'est formidable, ça permet de se rassurer. Mais au fond, il faut quand même que les gens soient sensibilisés, que ça vienne d'une ambition, d'une compréhension de la stratégie. Donc on a un énorme travail d'accompagnement de nos collaborateurs, de formation, pour qu'ils se sentent autonomes et qu'ils prennent part de ce mouvement et que ce ne soit pas un mouvement top-down où on remplit une grille et puis on dit on fait. Voilà, ça c'est un des axes importants. Et puis on a un énorme travail ensuite qui est d'ailleurs moins sur la tech, où au fond les entrepreneurs de la tech se sont saisis par probablement un aspect générationnel de beaucoup de ces sujets. C'est très bien, donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les accompagner, mais il y a déjà un mouvement. Nous, un de nos gros sujets, c'est tout le secteur traditionnel qu'on finance massivement avec un parti pris qui nous a beaucoup fait réfléchir et on a pris le parti de ne pas afficher, vous savez qu'en 2050, il y a une forme d'obligation collective d'avoir zéro carbone. Donc on s'est dit, est-ce que nous, comme pas mal d'entreprises ou de fonds, on accélère et on dit, en fait, notre portefeuille ou nos financements, mais notre portefeuille d'investissement en particulier, en fait, c'est pas en 2050, c'est en 2030 ou en 2040 qu'on aura décarboné notre portefeuille et nos financements. On n'a pas pris cette option dont on comprend la logique, mais qui pour nous est, si je suis direct, une logique un peu de facilité intellectuelle. Nous, notre sujet, c'est de faire en sorte que, on fasse en sorte que toutes les entreprises qui peuvent accompagner sur ce sujet de la décarbonation puissent avoir les outils pour y arriver. Et donc, on ne veut pas être celui qui soit forcément le meilleur de la classe, mais on veut celui qui accompagne le maximum d'entrepreneurs et d'entreprises en particulier traditionnelles pour qu'elles se saisissent des outils de financement, mais aussi d'accompagnement, pour faire en sorte qu'elles puissent réussir en 2050 et qu'on en laisse le moins possible sur le bord de la route, qui est là encore une fois notre positionnement un peu particulier, de dire, voilà, on va pousser ceux pour lesquels c'est difficile, qui sont très seuls, et on va essayer de réussir pour que le maximum passe la ligne d'arrivée, et pas forcément de faire en sorte qu'on soit dans les 3 meilleurs, et que les 3 meilleurs passent la ligne d'arrivée plus vite. Ebba Lepage, vous incarnez cette logique de corporate sustainability, de responsabilité, de durabilité pour une banque privée, Lombard-Odier. Alors comment vous déclinez cette approche, vous, dans vos investissements, et notamment dans la tech? Tout à fait. Lombard-Odier, nous sommes c'est Global Wealth and Asset Manager. Et pour nous, nous prenons à cœur vraiment l'idée de la transition des entreprises envers l'économie durable ou soutenable. Et pour nous, cela, c'est vraiment la responsabilité de chaque entreprise et dont on parle aujourd'hui, les values. Nous,
à l'interne, nous avons décidé de faire une différenciation entre la responsabilité, la durabilité des investissements et de ce que nous on fait en tant d'entreprise. Parce que nos associés, heureusement, trouvent que c'est aussi important qu'est-ce que nous on fait à l'interne que qu'est-ce qu'on fait avec nos investissements. Et c'est pour ça, par exemple, que nous sommes certifiés B Corp depuis 3 ans, parce que nous avons suivi cette démarche et nous trouvons que la communauté de B Corp ont les mêmes valeurs que nous. Et par exemple, on avait parlé comment nous, si on regarde la technologie, comme on est aussi aujourd'hui à cause de ça, et c'est vraiment, nous voyons que les entreprises dans lesquelles nous faisons des investissements pour nous-mêmes, pour notre plateforme digitale, c'est important les valeurs parce que nos clients regardent et demandent c'est quoi vos valeurs en tant de banque privée, c'est quoi les valeurs des entreprises dans lesquelles vous investissez. Et pour nous, on est là pour faire la performance, comme Paul-François avait dit, c'est très important bien sûr, le rendement ou la performance, mais de plus en plus, nous avons toujours ces discussions et l'engagement avec les entreprises dans lesquelles nous investissons sur les valeurs. Et pour nous, pour le moment, on parle beaucoup, bien sûr, du climat, mais c'est aussi comment est-ce que nous agissons nous-mêmes envers la communauté autour de nous. Qu'est-ce que nous peut faire? Parce que chaque petit pas compte. Et nous, oui, comme je le dis, on tient vraiment ça au cœur. Et vous avez quelques exemples, par exemple, de sociétés dans lesquelles vous avez investi où cette dimension valeur a joué un rôle important dans votre décision? Je dirais un exemple assez récent, c'est un fintech suisse dans lequel nous avons investi parce que nous avons développé notre plateforme digitale à nous que nous utilisons pour notre plateforme technologique pour le système bancaire. Nous avons aussi des clients externes, des asset managers et des banques qui l'utilisent. Et nous, bien sûr, notre but, c'est vraiment de pouvoir leur fournir un système responsable et solide. Et quand on a regardé cette entreprise, une partie, c'était bien sûr what does it stand for? C'est quoi les valeurs? Et c'est difficile à mesurer, mais c'est beaucoup avec l'engagement. Essayer de mesurer contre les peers, mais ça, c'est plus difficile. Mais oui, on a toujours ça en tête. Et ça, c'est l'exemple le plus récent. D'accord. Bolin-Grossman, les valeurs, c'est quand même c'est large. Vous, si vous deviez pousser un sujet, ce serait lequel? Alors déjà, cette table ronde, elle est originale parce qu'elle tombe le jour où il y a eu 3 annonces spectaculaires. Alors, ça me gêne toujours un petit peu, ces annonces spectaculaires, parce qu'on n'a pas parlé du nombre d'emplois créés, on n'a pas parlé de ce que faisait la société, on a juste parlé du montant levé et de la valorisation. Ça me rend toujours un petit peu inconfortable, parce que moi, je ne qualifie pas une société de par le montant levé ou la valorisation. Hein. J'en parlais tout à l'heure à l'introduction. Une valorisation, pour moi, on qualifie... vous savez, la licorne, c'est une boîte qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Ça me gêne toujours, parce qu'une valorisation, ce n'est pas une valeur qui est accrochée à la société. Autant le nombre d'employés, la croissance du chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est embeddé dans la société. Autant une valorisation, c'est ce qu'un investisseur vous donne. Je prends toujours l'exemple. Pour moi, la comparaison, c'est comme si on demandait quelle était la longueur de l'ombre de la tour Eiffel. Je vous réponds, ça dépend de l'heure de la journée et de la saison. Les valorisations sont un peu pareilles. Donc, c'est pas ce qui me rend le plus à l'aise. Voilà. Alors, nous, on est persuadés chez France Digital et chez Eurazeo que la croissance des sociétés, c'est quand même ce qu'on cherche. Ce sont les mandats de nos mandataires, n'est pas du tout incompatible avec développer le bien commun, que ce soit sur les aspects environnementaux et sociétals. C'est absolument pas incompatible. Alors bien sûr, quand on fait un investissement, on a tout un critère de batterie de ESG, comme le fait très bien BPI France. Mais bon, c'est juste une grille, ça vaut ce que ça vaut. Et je pense qu'il y a plein de critères hors des grilles, notamment pour tout ce qui est diversité. Moi, je crois beaucoup à la diversité chez les fondateurs, dans les sociétés, chez les salariés. Je crois qu'on a un rôle sociétal à faire parce qu'on a vraiment de la chance. Moi, je dis toujours que je suis né du bon côté du périphérique. Je travaille dans le digital. Alors, je travaille beaucoup, hein, comme tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent 100 fois plus que moi, qui ont 100 fois moins que nous. Voilà, on a de la chance. Donc, je crois qu'on a une chance historique pas de tirer l'ensemble de la cordée, mais de faire transpirer un peu cette chance qu'on a pour faire éclore les talents,
partout en France, dans toutes les classes sociales, quelle que soit la formation des gens. Je crois qu'on a un vrai rôle social à jouer. Moi, à titre perso, j'y crois beaucoup. C'est pas que de la chicha, genre, je suis peut-être un peu béni, oui, j'y crois beaucoup. Et dans le choix des investissements, je me suis aperçu que instinctivement ou sans le faire attention, je fais un peu attention à ça, même si je n'ai pas des critères à ce niveau-là. Voilà. Je crois beaucoup à ce... C'est ça, bon, il faut le faire, mais derrière, est-ce que ça se traduit concrètement? Est-ce que quand une entreprise de la French Tech vient vous voir en vous disant voilà, je cherche à lever des fonds, vous avez en plus votre critère, voilà, s'il n'y a que des jeunes gens blancs de 30 ans qui ont tous fait les mêmes écoles, est-ce qu'ils ont un malus quand vous présentez le dossier en comité d'investissement? En tout cas, moi, pour moi, c'est un point négatif. Voilà. Mais ça regarde à la limite que moi. Mais bon, après, chacun a une appétence un petit peu différente à ces sujets-là. Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. On a beaucoup de chance. Une fois de plus, on est né du bon côté du périphérique. Le Covid a été malheureusement ou heureusement un accélérateur du numérique. C'est juste exceptionnel. Moi, si on m'avait expliqué en mars 2020 qu'en septembre 2021, je serais ici en train de commenter les 3 annonces records d'hier et aujourd'hui, je crois que personne n'aurait cru. À l'époque, je me rappelle, on faisait des webinaires à l'ensemble de nos membres de France Digital. Le sujet, Paul-François, tu en as participé à un certain nombre. Le sujet de nos webinaires, juste pour se remettre dans l'époque, c'était comment restructurer sa société, comment prendre des PGE, comment mettre du chômage partiel, comment négocier avec BPI sur le rallongement de ses prêts, comment fusionner. À chaque fois, on avait 400 membres qui se connectaient. On nous félicitait vraiment ce que vous faites chez France Digital, c'est génial. Et si on m'avait expliqué que 21 mois plus tard, on serait là aujourd'hui, je crois que personne n'y aurait cru. Et malheureusement, le Covid est un accélérateur. On dit que le Covid a accéléré la pénétration du digital de 2 ans. On est aujourd'hui, là, on pensait être en 2023. Donc, on a des sociétés qui sont accélérées de manière exceptionnelle. Et je crois qu'il faut en faire bénéficier l'ensemble de la communauté au sens large. Paul-François Fournier. Oui, et puis je pense que les choses sont aussi en train de changer sur la façon dont la tech se construit. C'est vrai qu'on a eu 10 ans tirés par le digital, pur, entre guillemets, je ne sais pas si le digital est partout, mais on a participé collectivement de recréer une tech européenne. On en est au tout début, ça bouge beaucoup en Suisse, ça bouge en Allemagne, ça bouge en Angleterre. L'Europe est en train de rattraper, et on espère que ça va être durable, parce que c'est le tout début, ce qu'on a raté il y a 20 ans et qui est né dans la Silicon Valley. Nous, on voit inversement un changement de paradigme qu'on essaye d'accompagner, qui est qu'au fond, ce qui s'est passé avec la création de start-up sur le digital est en train de toucher des pans entiers de l'économie traditionnelle et sur des sujets qui, non pas que le digital ne soit pas des sujets sociétaux, mais des sujets qui quand même touchent beaucoup plus la société, la santé, tout ce qui est autour du green et des enjeux autour du climat. Il y a quand même des enjeux autour de l'intelligence artificielle, sur la régulation, comment fonctionne la société, la mobilité qui gère nos quotidiens. Et donc, nous, notre conviction, c'est que, au fond, petit à petit, au fur et à mesure où la tech grandit, elle va toucher des sujets de plus en plus sociétaux, des sujets qui vont impacter de plus en plus la société, entre guillemets, telle qu'elle est aujourd'hui, pour accélérer sa transformation. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour la French Tech, entre guillemets, qui est née quand même dans un nouvel univers un peu à côté, et qui restera pour partie, mais de voir que ce mouvement de start-up va être beaucoup plus proche des filières traditionnelles, avec ce que ça représente comme enjeux, encore une fois, sociétaux, et pour aider à la transformation de ces sociétés. Nous, on a lancé un grand plan autour de la deep tech. On veut créer 500 startups qui vont sortir des laboratoires de recherche. On en est à peu près à 200 par an, il faut qu'on en fasse 500. 80% de ces startups sont des startups qui sont dans les territoires, qui ne sont pas parisiennes. C'est quand même assez différent des startups du digital qui sont pour 50 ou 60% parisiennes. Et dans ces startups, il y en a 40 ou 50% qui ont un enjeu d'industrialisation. C'est-à-dire qu'à un moment, elles vont refaire une usine, qui seront en région. Et donc, voilà, je pense que derrière la notion de valeur, on voit un déplacement, à la fois parce que les sujets sociétaux reviennent des sujets d'enjeux économiques, et puis parce que, au fond, on retouche aussi à la réalité de quelque chose de beaucoup plus englobant que la tech. N'y voyez pas d'offense digitale,
qui est une nouvelle verticale qu'on recrée un peu from scratch. Je peux juste les pages, oui. vraiment c'est tout à fait, parce que ce qui est vraiment important, c'est qu'on trouve des moyens de mettre ensemble les investisseurs avec ces startups qui ne sont pas toujours, disons, ici à Paris ou dans les accelerators, mais qui sont un peu en dehors et dans des industries différentes comme automation de l'industrie auxquelles on ne pense pas tout de suite. Et ça, c'est vraiment l'importance pour cette transformation digitale. Ouais. On parle beaucoup de private equity ici, mais il y a le public equity, donc les actions cotées, qui est un petit peu plus avancé dans son approche, dans sa codification de la durabilité. Est-ce que cette approche-là va se déporter au même niveau d'exigence dans le private equity, Ebba Lepage? Oui, tout à fait. Nous, on voit vraiment que ça change maintenant parce que je dirais que private equity est un peu en arrière. Mais les fonds, par exemple, en préparant une entreprise ou un investissement pour un IPO, oui, il faut le mettre à jour, vraiment un bon niveau de sustainability, de responsabilité digitale, etc. Aussi, les entreprises eux-mêmes, les startups, savent que c'est plus facile de trouver des investissements si on a un bon niveau de responsabilité, durabilité, etc. Et ça, on voit de plus en plus que les entreprises l'ont dans eux-mêmes. Oui. Et alors, dernière question, parce qu'on est pressé, paraît-il. Est-ce que les entrepreneurs ont bien intégré toutes ces dimensions-là, ou est-ce qu'ils raisonnent encore sur j'ai fait ma levée de fonds record, je suis une licorne? Benoît Grossman. Non, je pense qu'ils l'ont bien intégré parce que c'est toujours en rapport avec l'âge des fondateurs qui sont tous les ans de plus en plus jeunes. Quand on finançait les entrepreneurs il y a 15-10 ans, on finançait plutôt des gens qui avaient la trentaine et de plus en plus maintenant on finance des gens qui ont la vingtaine. Donc ce sont des gens qui sont digital natives, qui ont des valeurs qui sont peut-être un peu différentes des nôtres. Moi je ne suis pas de leur génération et l'écart se grandit. Donc je pense qu'ils intègrent bien ces valeurs. D'ailleurs on s'aperçoit que les jeunes d'aujourd'hui sont très exigeants sur les sociétés dans lesquelles ils travaillent en termes de mission, en termes d'intérêt pour la collectivité. Je pense que c'est de plus en plus intégré et c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour tout l'écosystème et j'en suis très fier et très content. Bien, on va finir sur cette note positive. Enfin, on était positif d'ailleurs tout du long, puisque le timing est un peu serré. Donc merci à tous de votre attention, merci de vos interventions et à bientôt. Thank you.